Donc moi je m'appelle Tiffany Gigabel, je suis chargée de communication à l'association Toutimobi et en même temps je dirige une agence de design sur Paris. Et aujourd'hui ce que je vous propose c'est de parler des nouveaux marchés européens de l'accessibilité et de la conception universelle. Alors on a tendance à toujours voir l'accessibilité et la conception universelle comme une réponse à un besoin uniquement social. Sauf que je pense qu'il est important de voir un peu plus large et voir au niveau économique, puisque c'est ça qui fera aussi que le secteur pourra se développer et répondre à une vraie demande. Puisque quand même la conception universelle répond à un besoin qui est quand même très précis des consommateurs. Il place d'ailleurs le consommateur au centre des réflexions, ce qui montre bien qu'il est en adéquation avec la demande. Que la demande va progresser, qu'elle n'est pas uniquement à voir au niveau des personnes qui présentent un handicap, qu'il soit à vie ou temporaire, mais qui peut aller aussi avec le vieillissement de la population aujourd'hui qui est quand même grandissant. On voit par exemple qu'en France, alors c'est plus de 35% de la population à plus de 60 ans, et ces personnes-là représentent 55% des dépenses. Donc finalement, il y a un marché qui se développe de manière assez considérable à ce niveau-là, et que ces personnes-là n'ont pas non plus forcément envie d'être stigmatisées et avoir des produits, des services, des environnements, des équipements qui soient design pour seniors. Donc si on arrive à proposer des solutions qui soient le plus large possible pour tout le monde, c'est certainement ce qu'il y a de mieux à faire aujourd'hui. Pour autant, le marché de l'accessibilité et de la conception universelle est assez difficile à chiffrer. On trouve vraiment très peu de données précises. Peut-être aussi parce que ce travail qui est fait est dans un contexte plus global et extraire uniquement la partie accessibilité est compliqué. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que les mots-clés sont quand même l'usage, la simplicité, la facilité d'utilisation, essayer de garder quand même un certain esthétisme. Et tout ça, ce sont finalement des points qui conviennent à tout le monde et pas forcément à une certaine catégorie de personnes aujourd'hui. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour que cela puisse se mettre en place de manière pérenne et constructive, il faut essayer au maximum que ce soit une volonté politique, qui a besoin aussi d'un cadre réglementaire. C'est pour ça que la loi de 2005 est importante. Elle peut avoir l'air restrictive, mais elle donne quand même une très bonne base sur laquelle partir. Le deuxième point, à mon avis, est quand même de démontrer l'impact économique pour les entreprises. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de montrer le plus possible des bonnes pratiques. Il y a des entreprises qui font déjà beaucoup de choses. Si elles pouvaient partager leur expérience, ça permettrait vraiment de donner peut-être aussi envie aux autres acteurs. Et en dernier point, je dirais qu'il faut essayer d'intégrer le plus en amont possible le design, puisque c'est à ce moment-là qu'il est le moins onéreux, que c'est un investissement, et qui est souvent d'ailleurs moins cher que la R&D ou ce qu'on cherche vraiment de haute technologie qui ne répond pas toujours à un besoin immédiat du marché. Donc pour débattre de ces questions, nous avons la chance d'avoir trois invités de qualité. Donc nous avons Valérie Fletcher, qui nous fait le plaisir de venir des États-Unis, qui est la directrice exécutive de l'Institute for Human Centered Design. Monsieur Valérie Laurent, qui est à la direction des affaires techniques de la Fédération française du bâtiment. Et Madame Isabelle Verillac, qui est la directrice des relations économiques de la Cité du Design de Saint-Étienne. Alors, Madame Fletcher, je vous propose de nous expliquer en quoi et comment la conception universelle et l'accessibilité peuvent et devraient être des moteurs de notre société, si vous voulez bien. I run a 34-year-old NGO based in the United States, in Boston, Massachusetts, sort of the educational capital of the US. And we have a small office also in Tokyo. Our mission is to enhance the experience of people of all ages and abilities through excellence in design. The scope of what we do is broad and varied, and it is really about moving the world forward, not just the United States. We work globally and feel strongly that this is a global issue in which we need to be in conversation all of the time. So we do design and consulting on both accessibility and universal design, built environments, products and ICT, information and service design. Technical assistance, we feel that an infrastructure of technical assistance is one of the critical backbones
of being able to move forward quickly. You have to get reliable information for free and easily. Education and training is something that we do on all fronts in all of our geographic territories, and we are constantly working collaboratively across the world. Our research is focused primarily on user expert research, basically the people with disabilities and older people who know when design fails and when design works. We also do a great deal of work disseminating global research on environmental behavior design features, and we feel very strongly that being able to offer evidence-based design in universal design is as important as it is in green design. Accessibility in relationship to universal design is often profoundly confusing because we tend to use the terms interchangeably. It's extremely unhelpful to use them interchangeably, at least by my perspective. Legal requirements set minimum requirements. They focus on certain groups of people with very obvious disabilities, focused primarily on people who use wheeled mobility, to some extent on people who are blind. Universal design is a framework for thinking about all environments, whether they are required to consider them from a perspective of accessibility or not. It looks at built environments, but also products and information and communication, thinking about the widest possible spectrum of users. That includes older people, people with disabilities, and the huge number of people who acquire functional limitations over the course of their lives who do not self-identify as people with disabilities, a condition that I'm sure is familiar to everyone. Universal design is also an evolving knowledge base. I think it's critically important to share stories and case studies and research, but I don't think that it is valuable to have layers and layers of requirements. This is a knowledge enterprise. So what we know this week, I hope, is less than what we will know next week. And has been stated several times this morning in the early remarks, this is about design, about a dynamic process of going from where we are today to where we want to be. 20th century science set the stage for where we are today. That we have a challenge of creating a world that works for everyone is a gift of the last century. It gave us a lot of gifts that aren't very good gifts. A poison planet for one, a history of wars for another, but it did a wonderful thing in terms of science and medicine, and the fact that we survive an extraordinary number of incidents and conditions, far more than anyone has ever experienced in human history. And it also has allowed us 30 years on average of additional life. The idea that we could do that and that it would have no implications for the world that we design is ridiculous. Of course it has implications, but it's a gift to be able to grapple with something that is such a profound enhancement of human life. How do we make it work? We don't talk a lot, we haven't talked a lot today, though it's been referenced a couple of times, about the reality of an aging planet. Our work is very much focused on reminding people that issues of human ability are issues of age, as well as ability across the lifespan. There simply is no way to argue that we change in relation to age, and that the global opportunity economically has got to be understood partly as an issue of disability and partly as an issue of age. And no matter how you slice it, every continent in the world is experiencing the same phenomenal growth of our lifespan. Europe, as you can see, in the middle, is at the top of the rows. Asia is very dramatic, but not every single country. Europe is the big winner here, or the big country or the big area with the largest challenge. Many of you may be familiar with the other demographic driver, which is the increase in the number of people with disabilities across the world. This report dates from July. Are people familiar with this from the World Health Organization? Yes, some. I would urge you to look at it. It's available online in many different languages.
It's very useful because it is driven by the UN Convention on the Human Rights of People with Disabilities. We have a tremendous need for international data, and this at least tells the bold story that we are looking at minimum at 1 in 7 people in the world today have a disability, and the number is growing. 20% of the population in developed nations and 80% of all of the people with disabilities in the world are actually in the developing world. So when we think about markets, we have to be thinking about how do we meet the needs of people that have risen only lately. Expectations that I can have full participation has been dramatically impacted by the new Convention on the Human Rights of People with Disabilities. And we need to be cognizant that expectation is an opportunity for those of us in the developed world. Doing nothing is literally and morally too expensive. That is the most blatant. I'm sorry, I'm not talking into I'm talking into that empty hole here. Doing nothing is not an option. In the economic crisis that plagues all of the developed nations in the world, there is no way we can sit still. There is no way that we can make an excuse that this is an inconvenient time. We can't afford it. We need to unlock the potential of people with disabilities and give them the opportunity for a fully integrated life. In high-income countries, the employment rate of people with disabilities averages only 44%. That's the best we're doing anywhere in the world. Obstacles include social stigma, still a gigantic issue, even in countries like mine that have had legislation for 50 years. Discrimination to inaccessible transport, buildings, information and communication technologies remains true everywhere. There is no place that is perfect, but there are a lot of great models that help all of us to move forward more quickly. Poorer health status, lower education, fewer economic opportunities, and high rates of poverty is what we can't afford. Whatever we can do to flip that to a different reality is economically sound. Why design? What is this focus on design? We are obsessed with design. I'm always pleased to be in France because I'd have to say the French are rather obsessed with design also. To all evidence, it's one of the reasons why everyone in the world wants to be in France. Transformation and social equity are our goal. I would urge attention to the World Health Organization definition of disability circa 2001 as the prime argument for the power of design. Remember, the World Health Organization has made an evolutionary progress from seeing disability as a medical model to seeing it as inevitably social. They have now identified disability or functional limitation as a universal human experience. They have equalized mental and physical reasons for disability. Very, very important today when we are watching learning disabilities, autism, and Alzheimer's at the end of life, dementia, as the kinds of things that are very much the reality of disability in the world today. Most importantly, for the opportunity to do something about this is the contextual definition of disability. Functional limitation is a fact. It is only disabling when the environment with which you interact disables you. Unfortunately, this morning, we are disabling people who use sign language because we have been unable to provide an interpreter. That has been a disabling experience that we regret, and it's graphically evident that that is a contextual disabling phenomenon. But we're talking about 5 kinds of environments. All of them need to be looked at together. This is a holistic challenge. The physical environment, the communication environment, the information environment, the policy environment. Very important that we have policies that help us to substantiate our positions and to move forward by choosing policy if we do not have requirements. Choosing a policy that is broader and more expansive than basic accessibility. And the social environment, we will spend the rest of our days making progress on the attitudinal challenges that will never go away fully. But we have got to tackle those simultaneously. I feel strongly that we have to frame this mission in terms of social sustainability. Here in France, as well as much of the world, has made dramatic progress in only 5 to 7 years in embracing environmental sustainability as an urgent priority. We have no choice
but to figure out how to use fewer resources and to keep the planet as healthy as possible. I believe that we have to frame ideas of equity and inclusion in terms of social sustainability. I'm using here a definition that I think is a useful one: promoting human prosperity and well-being for all while protecting and enhancing the Earth's life support systems. A reminder on this one, we had no money to make progress on environmental sustainability either. And it was recognized that we had no choice but to figure it out. We are in the same place on social sustainability. It's just a way to depict it. It's often described as a three-legged stool. I would suggest that it actually is better depicted in this way, in which we look at the survival of the planet as the largest box. Inside of that, social sustainability, which includes universal design, and finally, economic sustainability. The strategies now to frame an economic case, this sense of urgency, and I'm sorry I keep talking about it, but I think it is absolutely critical. It has to be expressed as both an urgent need and a huge opportunity. There's no time left. We do not have 10 or 20 years to figure this out. We have got to learn from each other and not reinvent the wheel. Leadership is needed at every level. One of the things that has impressed me in my 2 visits to France in the last month is that there are extraordinary leaders here, scattered about, some of them running companies, some of them running NGOs, some of them citizens, some of them government people. There is an extraordinary necklace of gems here. They are beginning to cohere. Very exciting. Develop an infrastructure to support change. If there is not an infrastructure so that people you don't know can access the best available information, we cannot make progress quickly enough. We have got to have an infrastructure of information. We need to infiltrate the existing environmental sustainability infrastructure, for one thing. We've got policies across the land, across the globe, that are promoting the significance of that. We have to make sure that social sustainability is a meaningful activity. Engaging user experts as valuable partners. This event is really driven, our event today and tomorrow, really driven by that partnership between people with disabilities and business. We have got to learn from the people who have functional limitations, who know what fails, intimately know what fails. They also know what works. This has got to be a partnership. Affirm a base of accessibility, but recognize it is too low a floor. Legal compliance does not go far enough. Only a dynamic and creative vision of inclusion can minimize separate, costly, and unequal situations. There's lots of examples of that, and it's difficult. We don't have a lot of time this morning to do it. But I want to quickly just lay out a little more detail on implementation. I also want to quote one of the great leaders and thinkers of social equity in my own country. We celebrated his birthday with a national holiday on Monday. A reminder here, when we are in an urgent situation and have little time, remember, ultimately, a genuine leader is not a searcher for consensus, but a molder of consensus. I think that's where we are today in this field. Government, people with disabilities, including user experts, design practitioners, design academics, the business community and institutions have got to be working together, talking to each other, learning each other's language in many ways. Generating awareness in the public and target audiences. I have been thrilled to see a lot of French journalists involved in this movement, both in the event last month and in this event this week. I hope we see more and more journalists. Being able to convert this as something of interest to the public is critical to success. I also urge you to pose challenges in the form of awards and competitions. You've got some of that in evidence today. I can't stress how important it is in terms of getting incredible value for small investment. And the idea of engaging young people, young designers, and people and entities across the spectrum through this simple vehicle of competitions and awards is powerful and gives you something to write about, something to educate people about. Infiltrate existing infrastructure, redefine sustainability. Start asking people, what do you mean by social sustainability? It's extraordinary how few people can answer a thing about it. It's a vague concept of multiculturalism.
give it some substance, talk about inclusive design. Integrate universal design is intrinsic to success in all sectors. Every sector has some way in which they intend to grow. Building market share. What hotel doesn't want to build market share? What restaurant doesn't want to build market share? Diversify the audience. What museum doesn't want to diversify the audience? This is the argument, speak their language. Diversify the audience by including people with functional limitations across the spectrum. Expand the fan base. We have a new initiative in the United States looking at sports. Their interest is expanding the fan base, and that is the way we are talking to them about inclusive design. Share experience broadly. This isn't a time when we can hold the information we have in our pocket, keeping it for the next consultation, the next opportunity to make money on it. We have to figure out how to share information broadly. Case studies, model policies, research, economic analysis, which there is far too little of. And prioritize marketing the concept with stories that demonstrate what works. I can't overemphasize the value of stories. It is somehow the way we change our thinking, by telling stories. Innovate for next practice. Our British colleagues have actually introduced recently this idea of next practice, that even best practice is not good enough. Be aware of conventional best practice, and by that I mean aware globally, its strengths and its limitations. Set out to take it to a new level, to disrupt, profoundly evolve, and revolutionize it. If the French can't be revolutionary, who can? Conducted by very skilled and informed practitioners, you have to engage and convert the leaders in every field. If you are ignoring your senior architects, for example, one cannot make rapid progress. These are the people who are extraordinarily influential. We have to be looking at what is not yet officially sanctioned or endorsed, so it involves some risk. Recognize that, embrace it. We will make mistakes, but we cannot delay because we don't know everything. Tested in the field and then transferred to the mainstream is the only way we move quickly, is to see research to application as nearly synonymous. And lastly, we need to put aside the idea that there is an us and a them. This is the challenge to create a world in which everyone can thrive. The only way it works is to recognize that this is about the human condition. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie. Je vais me tourner du côté de Monsieur Laurent, donc du coup plutôt du côté d'un secteur et en particulier du bâtiment. Et je crois que la Fédération française du bâtiment s'est emparée du sujet de l'accessibilité et j'aurais aimé un peu savoir comment vous accompagnez les entreprises du bâtiment sur ce sujet. Oui, j'appartiens à la Fédération française du bâtiment. Qu'est-ce que la Fédération française du bâtiment? Parce que vous n'êtes peut-être pas tous du monde du bâtiment. La Fédération française du bâtiment est une fédération d'employeurs, patronale, qui réunit les entreprises et les entrepreneurs de travaux de bâtiment. Pour faire simple, elle réunit vos entreprises de peinture, de plombier, les maçons, les peintres, les chauffagistes, des décorateurs, des agenceurs, mais aussi des acteurs plus globaux que vous connaissez, qui peuvent être des constructeurs immobiliers, par exemple, des constructeurs de maisons individuelles, des constructeurs de bâtiments collectifs. Et donc, ce sont ce qu'on appelle communément des entreprises de travaux. Donc, ce sont elles, ces entreprises, qui réalisent au quotidien, finalement, cette accessibilité, ou qui ne la réalisent pas. Je veux dire par là que l'accessibilité, et je crois que Valérie Fletcher a mis le doigt dessus, elle part d'abord d'une volonté. Cette volonté, c'est celle de ceux qu'on appelle les maîtres d'ouvrage. Ça peut être vous et moi en tant que particuliers lorsque nous faisons construire notre maison. Ça peut être aussi des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités territoriales ou privées, des exploitants de centres commerciaux par exemple, qui décident de construire des bâtiments qui ont des qualités d'accessibilité. Alors en France, nous avons depuis maintenant 30 ans une réglementation, et depuis 2005 une réglementation très technique, très profonde, avec des obligations bien définies lorsqu'on construit, notamment en neuf, mais aussi lorsqu'on rénove des bâtiments.
Alors c'est un peu pour ça, vous me posiez la question, Tiffaine, quelle est un peu notre mission et pourquoi la Fédération du bâtiment s'est emparée du sujet. C'est bien évident. Nos clients ont des obligations et c'est nous qui devons pouvoir y répondre techniquement en construisant ce qui convient et ce qui aussi répond aux obligations de la réglementation et aussi en matière d'usage. Ce qui est un peu plus difficile à apprécier parce que nous ne sommes pas les concepteurs. Nous travaillons auprès de gens qui s'appellent des architectes, des maîtres d'œuvre, qui eux sont là pour concevoir justement et intégrer toutes ces notions à la fois réglementaires mais aussi architecturales, esthétiques du bâtiment. Alors l'une de nos missions, c'est que tous ces métiers que je vous ai cités tout à l'heure, et chez nous il y en a 31, eh bien, puissent, comme vous le disiez, s'emparer du thème de l'accessibilité, c'est-à-dire finalement s'approprier les bonnes pratiques, la connaissance, jusqu'aux aspects réglementaires, jusqu'aux aspects juridiques, des règles d'accessibilité, de la bonne pratique d'accessibilité, de la conception universelle. Mais ce ne sont pas eux, comme je vous le disais, qui conçoivent les bâtiments. Donc ils doivent répondre à des cahiers des charges précis. Et bien sûr, dans leur rôle de professionnels, ils sont sachants, hein, donc ils ont un devoir de conseil. Et s'ils s'aperçoivent qu'en amont, il peut y avoir des erreurs ou des choses non appropriées, ils peuvent peut-être aussi apporter ce conseil à leur maître d'ouvrage ou à l'architecte. Alors, comme on évoque aujourd'hui dans cette table ronde un aspect plutôt européen, je vais jouer aussi un peu le rôle du Candide ici et je vais partir de quelques images, des photographies, hein, ça ne sera rien de plus, de quelques constats. Nous avons fait travailler d'ailleurs l'année dernière 2 élèves ingénieurs de l'École supérieure des travaux publics, hein, l'ESTP, pour essayer de voir un peu ce qui se passait dans le monde, dans quelques pays en Europe et au-delà, en matière d'abord réglementaire et éventuellement de bonnes pratiques ou de normes. Vous savez, les normes comme les normes AFNOR qui sont des documents volontaires, d'application volontaire et non pas obligatoires. Donc on sait bien faire la différence entre ce qui est obligatoire, c'est-à-dire ce qui vient de l'administration centrale, les réglementations, les décrets, les arrêtés, et puis des documents techniques, contractuels notamment, que sont les normes. Et on a essayé de voir quelles étaient les différences, les divergences, les rapprochements dans la façon dont les États décrivaient dans leurs textes juridiques, donc décrets, arrêtés notamment, ou l'équivalent, les notions d'accessibilité. Alors, du point de vue très technique, hein, parce que nous, on fait des travaux. Hein, chez nous, on fait des travaux, donc on étale de la peinture, on assemble des blocs de béton, on met des tuyaux ensemble. Vous voyez, c'est très concret, hein, c'est votre quotidien en fait. Hein. Et comment ça doit se traduire ce quotidien en matière de conception universelle. Alors, quelques exemples ici. Un exemple sur le consensus. Par exemple, on a regardé ce qui se disait dans les différents textes sur la quincaillerie des portes. Et puis oui, alors tous les pays sont d'accord, mais on pouvait s'attendre, heureusement, on pouvait s'attendre à ce qu'ils ne disent pas. Le contraire, c'est que, notamment, les quincailleries de portes doivent être facilement préhensibles et puis être manœuvrables debout comme assis. Ça, c'est notamment pour les personnes de différentes tailles et puis les personnes en fauteuil roulant. Donc, dans tous les pays, apparemment, il y a ce genre de principes qui sont partagés. Et ça, j'imagine qu'en conception universelle, on doit être initiateur de ce genre de choses. Et puis, par contre, on a constaté des choses qui divergeaient. Et on s'est dit pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça diverge ? Est-ce que ce sont des problèmes de conception technique des équipements ? Est-ce que ce sont des pratiques anciennes, historiques éventuellement, sur l'acte de construire et qui se retrouvent finalement quantifiées? C'est par exemple la force de poussée de traction d'une porte d'entrée d'immeuble. Hein. Vous voyez, chez nous en France, on a dit qu'il fallait que ça soit moins de 50 newtons, hein, moins de 5 kilos, et dans d'autres pays, on va jusqu'à 22 newtons par exemple. Hein, Pourquoi ? C'est pas simple. Sachez que pour nous, ça veut dire qu'on doit demander des choses aux fabricants. Et on doit s'assurer que lorsqu'on met en œuvre ces produits, cette force de poussée sera bien au rendez-vous, tout en assurant toutes les autres fonctions qu'on demande à ce produit. Ça peut s'appliquer à des portes, par exemple, par feu qu'on construit actuellement assez lourdes, hein, et pourtant il faut pouvoir les pousser avec cette force-là. Donc pour nous, c'est des problèmes techniques, il faut voir. Et donc on voit que dans différents pays, il y a eu des valeurs différentes. Pourquoi ? Donc ça, c'est une question qui est posée. Et puis, on voit par contre des axes de convergence qui sont assez intéressants. Par exemple, et ça qui importe beaucoup pour les personnes âgées qui ont du mal à marcher ou les personnes en fauteuil roulant, par exemple, c'est les hauteurs de seuil, hein, le seuil de porte, les seuils qu'on peut rencontrer même au quotidien. Vous savez qu'en France, la réglementation dit, attention, les
il ne doit pas y avoir de seuil plus haut que 2 cm, 20 mm en fait. Eh bien, on voit qu'en général, dans la majorité des pays que nous avons examinés, il y a une convergence entre 15 et 20 mm. Alors, 5 mm, c'est pas énorme, mais c'est intéressant. Et pourquoi cette dimension? D'où est-ce qu'elle vient, en matière d'usage notamment, et comment font notamment les fabricants pour répondre à ce genre de choses? Alors, une petite anecdote que je peux vous raconter qui nous a posé beaucoup de problèmes à l'époque dans la publication de la réglementation, c'était ces fameux hauteurs de seuil sur l'accessibilité des balcons. Et à l'époque, on avait regardé dans les catalogues des fabricants et qui commercialisaient des seuils bas. Vous savez, ils appelaient ça des seuils PMR. C'est pas une très belle expression, mais des seuils bas. Et puis, ils vous disaient derrière, mais on ne garantit surtout pas ces seuils contre la pénétration d'eau dans le bâtiment. Alors, nous, on est entreprise de travaux, on est assuré contre les sinistres et qu'on pourrait engendrer. Et si un maître d'ouvrage avait un sinistre chez lui, il se retournerait contre nous. Et donc, on se trouvait dans une situation très curieuse, c'est qu'on pouvait construire des bâtiments accessibles, mais qui ne respectaient pas une autre réglementation qui est dans le code de la construction, qui est de ne pas faire pénétrer d'eau dans le bâtiment. Donc, vous auriez pu nous attaquer dans un cas ou dans un autre. Voilà. Donc, on a essayé de travailler, je l'expliquerai tout à l'heure, à trouver des solutions là-dessus. Et je pense qu'on y est arrivé, mais vous ne le voyez peut-être pas encore concrètement, parce que c'est encore un peu trop récent. Et puis autre chose en regardant, c'est très basique, c'est la dimension des fauteuils roulants. Sachez que dans un certain nombre de réglementations, dans un certain nombre de normes, le fauteuil roulant est normalisé, si vous voulez. La dimension de fauteuil roulant. En France, c'est 125 sur 75 en centimètres. D'accord ? Eh bien, vous voyez que, et là on a vu par exemple aux États-Unis, ou en Autriche, ou ailleurs, vous avez des différences soit de longueur, soit de largeur assez notables. Ça peut aller jusqu'à une dizaine de centimètres, peut-être 9-10 centimètres. Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire en matière de fabrication d'une habitation, d'un bâtiment? Est-ce que ça a un impact, par exemple, sur ce qui nous disent nos réglementeurs sur la conception des passages de porte? Parce que vous savez qu'en France, par exemple, quand vous êtes en logement intérieur, le passage de porte minimal maintenant, donc en construction neuve, c'est des portes. Alors, c'est la largeur de porte est de 80 avec une largeur de porte de 77 cm. Donc, vous voyez, avec un fauteuil roulant de 75, vous avez juste vous avez juste la place de mettre un doigt de chaque côté, si je puis dire, d'un fauteuil roulant. Alors que dans d'autres pays, c'est un peu plus large, et puis dans d'autres, c'est plus étroit. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes portes non plus dans tous les pays. Et pourtant, il y a des normes européennes sur ces portes. Alors, il y avait aussi dans cette table ronde une dimension marché. Alors, nos étudiants sont allés piocher un peu ce qui existait et on a retrouvé une étude au plan européen qui porte sur le tourisme accessible en Europe. C'est une étude qui s'appelle OSAT, c'est One Stop Shop for Accessible Tourism in Europe, et qui date de 2005, et qui quantifiait, j'ai repris ça texto dans le texte de cette étude, qui est libre d'accès, du moins sa synthèse, sur Internet, et qui quantifiait pour la demande générale en accessibilité, quel que soit le type d'ailleurs de déficience, et qui posait d'ailleurs comme hypothèse qu'une personne qui se déplaçait, notamment pour des motifs touristiques en Europe, se déplaçait souvent accompagnée et jamais seule. Cela me fait d'ailleurs penser, je reprends une autre anecdote, que quand on conçoit par exemple des cinémas, et j'ai eu la remarque récemment, on met souvent les personnes en situation de handicap, notamment en fauteuil roulant, devant ou derrière, et on oublie qu'ils viennent aussi parfois en famille. Comment traiter ça en matière de conception universelle, par exemple, le fait qu'on ne doit pas rompre aussi le lien social? Alors là, ce n'est pas une question pour nous de gens du bâtiment, mais c'est une question beaucoup plus vaste. Eh bien, vous voyez que l'étude quantifiait en termes de chiffre d'affaires, finalement, de potentiel, sur la possibilité de permettre aux personnes en situation de handicap de se déplacer. Eh ben, ce sont des milliards et des milliards d'euros en fait qui sont générables. Donc en effet, quand Valérie Fleischer dit que la notion de marché est importante pour permettre à l'ensemble des secteurs de se mettre en activité, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui est dans la tête des acteurs économiques et dont nous sommes aussi, qui n'est pas une réalité immédiate en fait. Il n'y a pas un déclenchement immédiat. Je ne sais pas s'il y a des hôteliers ici dans la salle, mais en tout cas, eux doivent investir d'abord pour permettre cette accessibilité. Ils n'auront pas nécessairement un retour immédiat, ni un restaurateur, cette accessibilité. Mais ils l'auront ce retour
ça a été dit aussi, parce que notre population vieillit. Donc on va avoir besoin à un moment donné. Mais il ne sera peut-être pas immédiat, et donc il faut peut-être prévoir des mécanismes pour permettre cette accessibilité d'une façon économiquement viable aussi. Ça, c'est un message à passer. J'accélère. Alors les enjeux en France, pour nous, sont de deux ordres. Sur les établissements qui reçoivent du public, la réglementation a dit, le 1er janvier 2015, les établissements qui sont publics doivent être accessibles. Donc nous, il faut que nos métiers du bâtiment se forment aux techniques, aux technologies, aux produits, pas nécessairement nouveaux, mais avec des qualités d'usage qui peuvent être intéressantes pour répondre à ce besoin. Et puis aussi, dans un cadre tout à fait non réglementaire, là, et notamment dans le cadre du vieillissement des personnes, à l'adaptation, bien sûr, des logements. Connaître les bonnes pratiques, travailler aussi avec des acteurs avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler, par exemple des ergothérapeutes, des médecins. Alors, du bâtiment aux médecins, c'était pas évident. Ça allait un peu plus de 2 jours. Et puis, on s'est aperçu d'une chose, c'est que finalement, soit par le biais de la réglementation, soit par le biais de l'engouement vers l'accessibilité, le porté notamment à travers des engagements européens qu'ont nos pays, au niveau international ou en Europe, et ben, ça générait finalement chez nos fournisseurs, des fabricants, des innovations. Alors, des innovations ou des améliorations, on mettra l'ensemble. Là, je vous cite un cas, je l'ai pris tel quel, il n'y a rien de promotionnel, c'est uniquement pour vous citer quelques cas. Voilà une entreprise qui a conçu finalement un système qui permet aussi à une personne en fauteuil roulant alors beaucoup de cas fauteuil roulant, je m'excuse auprès des autres, finalement d'ouvrir relativement facilement une porte de garage d'une maison individuelle par exemple, pour répondre notamment aux obligations réglementaires. Alors pourquoi pas, ça ne veut pas dire que c'est le nec plus ultra, il existe aussi des systèmes maintenant électriques pour le faire, mais c'est accessible. Il existe d'autres types d'innovations, alors celles-là sont un peu nouvelles, et certains pourraient me regarder avec des yeux noirs ici, parce qu'en fait en France c'est dérogatoire, c'est une solution dérogatoire, mais qui répond actuellement à un besoin d'un certain nombre de commerçants qui ont justement des difficultés à négocier notamment avec leurs communes, des travaux d'aménagement de la voirie, à faire eux-mêmes des travaux pour des raisons qui sont expliquées. Vous savez que, notamment dans nos villes comme à Paris, beaucoup de ces marches sont dues au fait que dessous vous avez des caves en fait. C'est historique. Donc si vous cassez la marche, en fait, vous cassez une partie de la structure du bâtiment. Et donc il faut pouvoir trouver des solutions. Alors on dit que c'est dérogatoire parce que ça ne répond pas directement à l'objectif de la réglementation de manière parfaite, mais ce sont des choses qui existent, et donc les fabricants sont capables d'innover. Alors, l'autre exemple que je voulais vous citer, je vous parlais des balcons accessibles, et ça c'est un travail qui était assez difficile pour nous. Nous sommes en train de travailler actuellement aussi sur les douches accessibles, parce que c'est des obligations réglementaires pour nous. Ces balcons accessibles. Là, je vous montre un schéma qui est relativement technique, mais il y en a une quarantaine comme ça. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça a été travaillé collectivement. C'est-à-dire qu'au départ, la réglementation a fixé des objectifs qui nous paraissaient assez difficiles à atteindre, du fait de ces croisements de nos obligations sur les chantiers. Je vous parlais de la pénétration d'eau, par exemple, et sachant qu'on n'avait pas de solution immédiate. Et grâce à un travail collectif qui a été mené au Centre scientifique et technique du bâtiment, sous notre impulsion, celle de l'État, et en travaillant notamment avec les assureurs, avec les bailleurs sociaux, avec des architectes, des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, enfin tous les acteurs de la construction du bâtiment en France, on est arrivé à définir des solutions qui pour nous étaient potentiellement réalisables sur le chantier, qui permettaient aussi d'être assurés, donc d'éviter des sinistres à la réalisation de balcons accessibles, sachant que ce n'était pas évident. L'enjeu, que vous le compreniez bien, parce qu'on a vu beaucoup dans la presse, on savait faire dans les maisons individuelles quelques balcons ou des terrasses accessibles, mais c'était sous la responsabilité du maître d'ouvrage ou la sienne, qui savait que s'il rentrait un peu d'eau, tout ça, il le savait. Alors, pour nous, c'est aussi la fabrication de centaines de milliers de logements chaque année qui peuvent être dotés de balcons, et donc il fallait éviter des sinistres sériels. Et enfin, je termine. Enfin, et pour essayer d'amener les entreprises adhérentes, mais aussi les autres entreprises, pas nécessairement adhérentes à notre fédération, vers l'excellence, les rendre aussi visibles, puisqu'ils avaient fait cet effort de formation en matière d'accessibilité, qu'ils avaient fait aussi une démarche d'éco-responsabilité, parce que l'accessibilité pour nous, c'est bien du développement durable aussi. Et donc on prend aussi conscience des
et connaissance des produits qu'on va utiliser, d'éventuellement leur impact, notamment par exemple sur la qualité de l'air. On va savoir gérer nos déchets aussi de chantier. Et puis quand on travaille en site occupé, en entrepreneur, quand on travaille chez quelqu'un, il faut savoir travailler, c'est pas simple. Et que ces entreprises soient qualifiées. Alors qualifiées chez nous, c'est une notion très spécifique. C'est pas la qualification de la personne, c'est la qualification de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à maîtriser son métier, à s'organiser pour réussir son objectif, à être fiable vis-à-vis du maître d'ouvrage en matière d'assurance, par exemple, et montrer que c'est une entreprise qui est bien gérée. C'est donc chez nous des qualifications. Ce sont 2 organismes, notamment dans le bâtiment, qui travaillent et qui délivrent des qualifications aux entreprises, qui sont Qualibat et Qualifelec, par exemple. Eh bien, nous avons décidé de lancer l'année dernière une marque. Vous avez le stand ici, vous pourrez vous renseigner tout à l'heure. Une marque qui s'appelle Les Pros de l'accessibilité, pour être assez lisible. Alors, l'accessibilité générale, ça comprend aussi l'autonomie, bien sûr, pour essayer d'apporter aux maîtres d'ouvrage, qu'ils soient d'ailleurs publics, privés ou individuels, comme vous et moi, une garantie d'approche, de résultat en approche globale. C'est-à-dire qu'un plombier, par exemple, il ne regardera pas que la plomberie, il regardera aussi votre menuiserie, votre cuisine, vos toilettes, pour essayer de vous apporter le meilleur conseil lorsque vous avez, par exemple, à adapter un logement. Voilà, j'en ai terminé, Tiffaine. Merci Valérie, je suis désolée de vous presser, mais c'est vrai qu'on a commencé un petit peu en retard, et puis j'aimerais qu'il y ait quand même des échanges avec vous à la suite des présentations. Alors, je vous propose de passer d'un secteur d'activité à un territoire et de voir finalement avec la Cité du Design qui est plutôt fortement ancrée sur Saint-Étienne, même si elle a une résonance nationale, de savoir un petit peu quelles étaient les initiatives locales et leur impact sur le tissu économique. Donc, je vais laisser Isabelle Vérillac nous expliquer ça. Oui, merci. Bonjour à tous. Si tu veux bien me faire passer la souris pour que je puisse... voilà. Je vais tâcher rapidement à travers ma présentation de vous montrer par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, comment est-ce que cela se traduit sur un territoire, sur une ville, la ville de Saint-Étienne en particulier. Donc la ville de Saint-Étienne, alors j'ai une de mes collègues qui est dans la salle, qui est responsable de l'accessibilité, qui pourra peut-être me venir à la rescousse au niveau des questions. On n'est pas une ville plus exemplaire qu'une autre, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a une particularité, c'est d'avoir une cité du design dont je fais partie, et justement d'aborder toutes ces questions d'accessibilité à travers le design. Alors c'est quoi la Cité du Design? C'est un pôle d'excellence qui est situé donc à Saint-Étienne, qui comprend rapidement une école d'art et de design, donc qui forme des designers, qui a mis en place un événement international qui s'appelle la Biennale internationale du design depuis 1998, et une partie économique dont moi je m'occupe plus particulièrement du volet entreprise, pour impliquer les acteurs économiques dans ces démarches de design, voir ce que cela peut leur apporter économiquement pour innover, etc., pour inventer des nouveaux produits, des nouveaux services. Donc nos missions, nous sommes un établissement public, c'est aider à inventer des nouveaux systèmes de vie, donc à inventer des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux aménagements d'espace. Et la philosophie du design, je reviendrai peut-être juste à la définition, ça vient du mot en fait latin designare, qui est à la fois le dessin, dessiner, donc c'est la forme, l'esthétique, ce que l'on voit tous bien. Et ce qui est important ici dans nos démarches Universal Design, Design for All, Design pour tous, c'est le côté à quoi ça sert, mission, pour qui. Et tout ce que l'on va faire va vraiment partir d'abord de l'usager et tous les usagers. Donc de partir de cette démarche de pour tous. Et la notion d'accessibilité, on va l'aborder de manière très large. C'est accessibilité à tous, quelles que soient ses déficiences physiques, mentales, mais aussi ses différences culturelles. Et c'est vraiment accessibilité, design for all, pour accéder à tous les publics. Donc on se situe géographiquement donc à Saint-Étienne, dans un quartier aussi qui nous est cher et qui est en lien avec les acteurs économiques, puisqu'il s'agit de l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne,
Peut-être en avez-vous entendu parler. Donc c'est un quartier chargé d'histoire pour nous, qui s'ancre bien dans ce côté innovation pour tous et ce travail depuis longtemps mis en place sur Saint-Étienne. Dans ce cadre-là, comme vous l'avez vu aujourd'hui, il est absolument nécessaire d'être à une échelle et dans des réseaux internationaux, comme avec Valérie Fletcher, où on travaille beaucoup aussi avec Frances Aragal de la Fondation Design for All, que vous entendrez ce soir ou demain. Et donc, on est dans un réseau qui s'appelle les Living Labs, c'est-à-dire des lieux de vie. Des lieux de vie, c'est partir des usagers. C'est vraiment travailler avec les usagers pour les impliquer dès le début dans la démarche. Donc ceci, ça ne se fait que si on a vraiment tous les acteurs, les usagers certes, mais aussi les entreprises. Donc ça demande d'impliquer les entreprises. Donc dans la région Rhône-Alpes, on a des industriels en particulier. J'ai parlé de l'armement, mais aussi des textiles. On a beaucoup d'industriels qui étaient au départ sur le ruban, la passementerie, qui aujourd'hui sont des leaders au niveau de la santé, avec des gens comme Tuan, Gibaud, Ganzoni. Donc on a aussi des industriels innovants qui sont impliqués dans ces démarches, et bien sûr des designers. Donc ici, vous voyez une grappe, nous avons une grappe de designers, mais ce n'est pas que des designers, et un designer tout seul, ça ne suffit pas. C'est vraiment une démarche collective, collaborative, et lorsqu'on va travailler, par exemple, sur des appartements, c'est bien sûr en collaboration avec les architectes. Sur un produit technique, ça va être en collaboration avec les ingénieurs. Donc c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs Collective Designer Plus, et aussi toutes les professions associées. Donc c'est tout cet ensemble qui fait que aujourd'hui d'ailleurs on a été labellisé depuis 2010 ville UNESCO créative de design, donc ce qui nous permet d'être en lien aussi avec d'autres villes créatives de design. Je remets l'accent sur ce volet. Vous voyez l'équilibre entre l'ancrage local, territorial et la nécessité d'être aussi en lien avec l'international. Et d'ailleurs, la dernière exposition que nous avons faite pour Tallinn s'appelle Saint-Étienne Creative Design for All. Donc dans cette exposition, on est vraiment centré sur l'usager en montrant des expérimentations d'entreprises, de designers ou des expérimentations de notre territoire. Donc là, il y a un petit ouvrage, vous pouvez le télécharger sur notre site internet et vous voyez des réalisations qui illustrent cette démarche. Donc cette démarche, comment ça se concrétise sur notre ville? Quelles sont les retombées économiques? C'était ça la question. Donc déjà, ça transforme la ville. Si vous venez à Saint-Étienne, j'espère, vous verrez effectivement, concrètement, la ville se transforme en impliquant les habitants. Donc on a des projets, comme un projet qui s'appelle Cœur de ville, qui implique les habitants du quartier. Ça se traduit bien sûr sur une réflexion sur les transports, parce que c'est prioritaire. Donc, mais je dirais que non seulement il y a tout le côté que vous connaissez bien pour aider tout un chacun à accéder au transport avec des aides, on va dire, physiques et des codes couleurs aussi qui sont mis en place pour avoir une meilleure visibilité pour les malvoyants, mais c'est aussi accéder au transport pour tous, avec la mise en place, donc qui se fait aussi dans d'autres villes, d'un mode de location de transport. Donc chez nous, c'est les vélivers, qui permettent à chacun d'utiliser un vélo pour se déplacer de manière en respectant le développement durable et facile et accessible à tous. Donc là, il y a eu une charte design pour tous qui a été mise en place spécifiquement sur toute la métropole avec la ville de Saint-Étienne, où les designers ont travaillé avec les enfants, avec les maîtresses, avec les techniciens de la ville, parce que sinon il faut produire des solutions qui soient réalisables, et comme ça donc les enfants et les parents de fait se sont vraiment appropriés ces changements au niveau de l'école. Plus vraiment en lien sur l'accessibilité même. Il y a un autre projet dans la même lignée qui est sur un lycée où là, c'est la création d'une passerelle, puisqu'aujourd'hui, il y a un jeune lycéen qui ne peut pas aller manger à la cantine avec ses copains parce qu'il n'a pas accès à la cantine. Donc là, on est vraiment dans la notion d'accessibilité pure physique et de travailler là-dessus pour donner l'accès à tous.
C'est aussi le foot, Saint-Étienne, on ne peut pas y échapper. Vous connaissez sans doute les Verts. Donc là aussi, il y a un gros chantier. Il y a de nombreuses associations qui aujourd'hui ont accès aux matchs de foot. C'est depuis toujours. Et c'est vrai que ce n'était pas terrible, justement. Donc là, il y a tout un travail pour repenser cet accès, le lieu où les personnes handicap physique, mental peuvent venir. Mais donc repenser à la fois ces lieux dédiés, mais aussi leur donner accès à tous les lieux. C'est aller voir les joueurs aussi et de pouvoir leur permettre d'aller partout dans le stade. Voilà. Et puis, alors, les entreprises, concrètement, donc les retombées économiques, là, on les voit. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on fait à la Cité du Design ? Justement, on essaye d'emmener les entreprises, d'emmener les designers dans ces démarches pour le bien de l'usager. Et typiquement, on met en place des outils pour les aider à intégrer le design et cette démarche design pour tous. Donc ici, vous avez un exemple de ce qu'on appelle les LUPI. Donc c'est quelque chose qu'on a créé, ça n'existait pas. C'est les laboratoires des usages et des pratiques innovantes. C'est une méthodologie que l'on a inventée pour que les industriels, en particulier les PME, PMI, de manière courte, pas trop chère, puissent accéder à ces méthodes de travailler avec les usagers dans le but d'inventer des nouveaux produits. Donc ici, vous avez un exemple avec une grappe d'entreprises de la mécanique qui travaille sur des accessoires pour le mobilier urbain. Un autre exemple, le marché des seniors, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on a remporté un appel à projet de la DG6 pour travailler sur ce marché-là. Et donc, on apporte la méthodologie, l'ingénierie, toujours avec notre méthodologie sur les usages, pour que des PME, PMI puissent travailler avec des designers, des architectes et entre eux, des ergonomes, des ergothérapeutes, pour aller inventer, soit inventer des nouveaux produits, soit aussi peut-être adapter les produits qu'ils ont déjà dans cette démarche-là. Mais pour aller plus loin, on propose aussi, on met aussi en place des programmes de recherche, parce que c'est bien d'emmener le marché, de faire des innovations progressives, mais il faut aussi pouvoir apporter de la matière pour aller réfléchir et après-demain, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on a aussi des programmes de recherche. Ici, un exemple donc, sur la précarité énergétique, sur les usages énergétiques. Donc c'est un programme que l'on fait pour le PUCA. Donc le programme, le plan urbanisme, construction et aménagement, je suis jamais sûre du sigle, mais pour lequel on va étudier pourquoi en fait les personnes à la fin du mois ne peuvent pas payer la facture énergétique alors que les appartements étaient techniquement conformes en fait. Donc ce n'est pas apporter une réponse technique, ce n'est pas apporter une réponse non plus morale, c'est avant tout regarder les usages et analyser en fait leurs pratiques pour en déduire des possibilités d'amélioration. Toujours dans cette idée d'aller de l'avant, bien sûr, j'ai dit on a une école, donc c'est aussi une force, et une école qui est aussi dans le réseau international, donc qui réalise des workshops, des ateliers avec d'autres villes, d'autres écoles. Et ici, je vous ai cité un exemple, donc à Tallinn, c'était des workshops sur cette notion justement Design for All, où les étudiants français ont travaillé avec des étudiants estoniens sur cette notion-là. Et là, bien sûr, on revient toujours à l'expérimentation parce qu'on part de l'usager, partir de ses besoins dans ces démarches de conception universelle, mais il faut revenir à l'usager pour que ce soit bien lui qui expérimente. Et là, c'est un exemple, on travaille par exemple sur la maladie d'Alzheimer, donc là, c'est quelque chose de très pointu, très précis, mais que justement, on peut, dans une démarche Design for All, aller être très innovant en se concentrant sur une problématique très précise et après l'élargir, la décliner, par exemple aux personnes âgées ou pour tous. Donc c'est vraiment cette démarche-là. Voilà, donc c'est quelques exemples rapides. On travaille aussi sur les appartements, bien sûr. Donc pour dire, voilà, je dirais la particularité peut-être de Saint-Étienne, sans être non plus exemplaire, c'est d'avoir cet apport-là, design, qui justement met l'usager au cœur du projet. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup Isabelle. J'imagine que ces interventions doivent susciter quelques questions. J'espère qu'un micro circule ou peut circuler. Non, très bien. Bon, je répéterai la question plus haut et fort au micro. Oui, je vous écoute. Alors d'accord, donc je me permets de répéter la question au micro. Donc vous disiez, vous aviez l'impression que les interventions étaient vraiment autour du design, de la conception universelle et pas forcément autour de l'ergonomie, alors que c'est un sujet qui normalement doit fortement aider l'accessibilité. Alors qui a envie d'y répondre? Oui, Isabelle? Tous les corps de métier, mais comme j'ai dit, le designer, nous, notre entrée, c'est effectivement les designers, puisqu'on a une école de design. Et comme je l'ai bien dit tout à l'heure, on parle plutôt de démarche design. Un designer tout seul ne peut rien faire, c'est un projet collaboratif. Il faut les ingénieurs, les commerciaux, et bien sûr, selon les sujets, les architectes, j'ai cité lorsqu'on travaille sur du bâtiment, les ingénieurs plus particulièrement techniques lorsqu'on est sur un produit technique, et bien sûr les ergonomes, les ergothérapeutes, selon le sujet en fait. Et c'est un peu aussi ce que l'on peut apporter à la Cité du Design grâce à ce réseau, de travailler en lien avec les autres écoles, c'est d'apporter les compétences qui vont bien à chaque projet. Donc effectivement, là, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'ergonomie est un point clé et incontournable. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Bon, pas particulièrement. Est-ce que Valérie, vous aviez un point à ajouter par rapport à tout ce qui a pu être dit? Hello. The question of ergonomics is a very reasonable one. I think we make assumptions that, of course, we're looking at those things. We're looking at those sciences, ergonomics, anthropometrics, for example. But we are also looking at acoustics. We're looking at lighting. We're looking at anthropology and sociology as we're looking at what makes for places and products that work well for everyone. So I'm just reinforcing Isabel's point that it's really about a multidisciplinary effort. And that's one of the things that's very tough to do. One of the challenges we have today is to create opportunities during the course of education that allows people to experience really the pleasures and the potential of multidisciplinary training. And to get people out of studios with people who are in the same course they are, so that they actually learn all the things they don't know and that they need other experts to do. So didn't mean to in any way diminish the value of deep content expertise in those areas. Oui, de toute façon, ce qui peut finalement aider les entreprises à répondre à ces enjeux, c'est oui, le design. Et je pense que l'ergonomie, en fait, fait partie, à mon avis, quand même intégrante du design. Ça c'est mon avis. Il faut, ouais. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des entreprises qui ont des exemples de ce qu'ils ont pu faire au niveau de l'accessibilité et du marché qu'ils ont pu développer. Non. Ouais. Madame. Madame demandait la photo qui présentait quelque chose qui était sur une marche. Qu'est-ce que c'était en fait? C'est une rampe qui se déplie manuellement en fonction du besoin de la personne et qui donc s'encastre en fait dans une marche préexistante lorsqu'on ne peut pas justement détruire ces marches parce qu'elles contribuent à la structure du bâtiment. Voilà, c'est une solution. Et je crois que le distributeur est là. Vous vous demandez s'il y avait un fabricant. Voilà. Oui, monsieur. Au sujet de ces marches dans ma ville d'Auxerre, il y en a quelques-unes installées et elles sont quand même très contraignantes. C'est vraiment, dans l'absolu, la personne handicapée elle-même ne peut pas la déplacer parce que c'est quand même assez lourd. Il n'y a pas de système d'assistance pour la déplier ou la replier. C'est parfois adjoint d'une sonnette, mais imaginez bien, c'est parfois dans les salons d'esthétique, tout ça. Si la vendeuse est bien occupée avec une cliente, eh bien, elle vous laisse patienter quand même sous la pluie.
C'est lourd, c'est à risque quand même, hein, et moi je dis que je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et dans l'illustration qui a été mise là, je pense qu'il y a plutôt d'intérêt à travailler avec les services de voirie et les commerçants, de façon, lors des réflexions de voirie, eh bien, refaire ça en face. Moi, je voudrais pas voir ça se développer, parce que je trouve que c'est un petit détournement de ce qu'on veut au niveau de l'autonomie. Alors, dans l'absolu, juste pour vous répondre, mais techniquement, hein, vous avez raison dans l'absolu. Mais justement, cet effort de travail entre les communes, notamment leurs commerçants, les professions libérales, nous l'encourageons très fortement, mais il n'a pas vraiment lieu partout. Hein. Beaucoup de communes en font des efforts. Et vous comprenez bien qu'un exploitant d'un commerce qui a une obligation, lui, lorsqu'il ne peut pas faire autrement, s'il ne peut pas faire autrement, il ne pourra pas. Et ce qu'il va essayer, il faudrait plutôt l'encourager justement à faire cette démarche, à aller. C'est peut-être le premier pas qu'il va faire, qui va vous permettre. Alors en effet, lorsque ces produits, il y a beaucoup de produits comme ça de rampes qui se déplient maintenant. Certaines sont lourdes, sont beaucoup plus légères à manœuvrer. Et notamment, ce devrait être le commerçant qui devrait s'organiser pour vous ouvrir en fait la chose, même si vous ne pouvez pas en faire en toute autonomie, parce que c'est pas toujours possible. L'important, c'est que vous avanciez ensemble. Vous avanciez ensemble. Ce sont des premiers produits qui sortent. Il y en aura sans doute d'autres ultérieurement. Mais sachez que c'est aussi pour un... Nous, on le vit parce que ce sont nos clients, ces commerçants-là. Je parle de commerçants parce que c'est le plus fréquent. C'est pas facile pour eux d'anticiper ça. Ils ont très très peu d'aide de conception. Et c'est pour ça que je disais, dans l'absolu, vous avez raison, ce langage, cette collaboration entre une collectivité territoriale, les chambres de commerce, tout ça doit avoir lieu. Et ça a lieu de plus en plus. Hein. Sachez que ça bouge. J'en ai le témoignage tous les jours, mais ça n'est pas encore complètement visible. Hein. Mais la démarche est bien lancée. C'est aussi un message que je voulais passer, Tiffaine. C'est que pour moi, je suis convaincu que ça bouge et qu'on ne reviendra pas en arrière. Un autre inconvénient, c'est qu'ils ne supportent pas le poids d'un fauteuil électrique. Et ça fait pas loin de 200 kg un fauteuil. Et effectivement, il serait souhaitable que les représentants des commerces, donc je ne sais pas quelle forme, soient présentes dans les commission d'accessibilité, qu'on travaille ensemble aussi. Je pense que c'est les premiers qui auront des retours, tout ce qui est commerce, restauration, café, c'est les premiers qui auront des retours, les premiers qui seront rendus accessibles, mais ils auront forcément un potentiel, et notamment dans les zones touristiques, un potentiel de consommateurs supplémentaires, quoi. Il reste du travail, et notamment dans la concertation, a priori. Oui, tout à fait. Et ils sont très absents. Là, je siège dans plusieurs commissions d'accessibilité dans Lyon, et ils seront malheureusement très absents, les représentants des commerçants. Et je pense que les échéances 2015, ils s'en soucient pas trop, ou je sais pas trop, il y a peut-être un problème de représentation là. D'accord. Je crois qu'il y avait une question derrière. Oui, je vous écoute. C'est pas une question, c'est plutôt une réaction, parce qu'effectivement, il faut se féliciter qu'il y ait des industriels qui développent des produits, alors tels que les rampes. Par contre, je pense que pour clarifier le débat, surtout si on parle de conception universelle, il faudrait distinguer l'enjeu du neuf de l'enjeu de l'existant. Je pense que dans le neuf, évidemment, ce genre de rampe est inentendable, bien évidemment. Par contre, dans l'existant, je voudrais simplement attirer l'attention qu'effectivement, ça peut servir notamment pour les commerçants de proximité, mais il ne faudrait pas que ceux-ci, je dirais, s'affranchissent de ce qui expose et ce que demande la réglementation, parce que ce type de rampe ne peut faire l'objet que d'un accord suite à une demande de dérogation qui ne peut être accordée que par la CCDSA. Donc, en plus de ça, donc c'est pour ça qu'il y a un risque sur le fait que les commerçants, certes, puissent faciliter, mais que pour les personnes en fauteuil roulant, et que du coup, tous les autres types de déficiences soient oubliés par le commerçant. Donc, il y a un devoir de sensibilisation des industriels pour éviter que le démarchage commercial, qui peut être très très bon en termes pour faciliter sur l'existant, mais ne pas oublier les autres types de déficiences, quoi. C'est simplement pour clarifier bien l'enjeu du neuf que l'enjeu de l'existant, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes domaines là. D'accord. Je propose une dernière question pour rester dans les temps. Je vous en prie, allez-y. Bonjour, Benoît Beroux, société de conseil Mobiped. La conférence ayant une dimension européenne, je voulais vous communiquer l'existence d'un projet européen qui s'appelle ICEMOA, dont l'objectif est d'évaluer les politiques publiques
de mise en accessibilité de la voirie et des transports en commun. Donc vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site internet www.icmoa.eu. Merci. Je vous remercie. Bon, je remercie tous les participants et les intervenants pour cette riche intervention, et à Urbaccess pour nous permettre de pouvoir discuter de ces points. À très bientôt.